Alors bonjour à tous, bienvenue dans à cette première conférence en fait de l'axe politique sociale organisée dans le cadre des activités du Centre d'études en gouvernance. Je me présente, je suis Nathalie Burlon, je suis directrice de cet axe de recherche en politique sociale et j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Daniel Belland qui vous entretiendra de la nature des groupes, du rôle et de la nature des groupes d'instruments dans le développement des politiques publiques. La séance dure environ 1h15, 1h30. La conférence comme telle, une quarantaine de minutes, et suite à laquelle vous aurez l'occasion de poser des questions dans le petit espace questions et réponses, le Q&A au bas de votre écran Zoom. Alors, vous pouvez déjà, au fil de la présentation, poser les questions qui vous intéressent. La conférence est également enregistrée et diffusée éventuellement sur la chaîne YouTube du Centre d'études en gouvernance. Alors, sans plus tarder, je vous présente Daniel Belland. Je suis très heureuse qu'il soit parmi nous aujourd'hui. C'est une conférence qui, en fait, devait avoir lieu juste avant que la pandémie nous frappe, donc le confinement nous frappe. Je pense que c'est la même semaine même où la pandémie, où tout a été fermé. Alors, on s'est repris, hein, on n'a pas laissé tomber, on s'est repris. Je suis très heureuse que Daniel ait pu se libérer là, pour l'automne puis venir présenter ce sujet qui est fort intéressant, nouveau et clairement d'intérêt pour des étudiants ou des chercheurs en analyse de politique. Alors, professeur Belland est à McGill, il est professeur de sciences politiques et directeur de l'Institut d'études canadiennes à l'Université McGill. Il détient un doctorat en sociologie politique de l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Daniel Belland a une longue feuille de route. Il a été professeur invité dans de nombreuses universités, Brême, au Danemark, à l'Université du Danemark du Sud, Helsinki, Nagoya. Il a également été chercheur invité à Harvard, à l'Université George Washington et aussi au Woodrow Wilson International Center for Scholars. Ces travaux portent particulièrement ou principalement, bien qu'ils touchent à plusieurs choses, mais aux transformations des politiques sociales et du fédéralisme fiscal dans les sociétés contemporaines. Et plus récemment, il pourra vous en parler peut-être un peu plus, et plus récemment, évidemment, il s'est beaucoup penché, il se penche actuellement sur la COVID dans ce contexte de politique sociale et de fédéralisme fiscal. Professeur Belland est un chercheur très prolifique qui a publié de nombreux livres, une quinzaine de livres et plus de 140 articles maintenant, je crois, dans des revues académiques. Vous avez probablement, plusieurs d'entre vous, lu certains de ces articles, avec assorti à ça de nombreuses conférences là, à peu près partout dans le monde. Et finalement, vous l'avez assurément entendu dans les médias dans la dernière année ou même la dernière année et demie, puisqu'il est très sollicité autant dans les médias écrits que radio ou autres, à l'international comme au Canada. Alors, sans plus tarder, je laisse la place à Daniel pour cette conférence. Oui. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Nathalie, pour cette présentation. Ça me fait plaisir d'être ici virtuellement avec vous. J'ai beaucoup d'amis au centre et à l'Université d'Ottawa et je suis toujours content de dialoguer avec vous et avec d'autres aussi. Je ne sais pas s'il y a seulement des gens d'Ottawa aujourd'hui, peut-être des gens d'ailleurs aussi. Le sujet est assez théorique, oui, de la nature et du rôle des groupes d'instruments dans le développement des politiques publiques. C'est Nathalie qui, en fait, me suggérait de parler de ce sujet-là parce que c'est un concept, bon, j'appelle ça en français groupe d'instruments, mais c'est un concept qui n'a pas vraiment été utilisé en français jusqu'à date. En anglais, ça s'appelle Instrument Constituency et c'est un concept qui est né, d'après ce que je sais, là, il y a seulement 6 ans.
Et avec Mike Howlett et d'autres, on a contribué à le diffuser, même si on n'est pas les inventeurs du concept, même si on lui a donné une définition particulière. Donc, aujourd'hui, je veux parler de ce concept-là et d'applications potentielles. Bon, une application de la recherche que j'ai déjà effectuée à ce sujet-là, mais aussi des pistes d'analyse de recherche, tant sur le plan théorique qu'empirique, parce qu'un concept comme ça, évidemment, c'est fait pour être utilisé et il y a déjà des études de cas disponibles dans plusieurs domaines, dans plusieurs champs de politique publique. Et en même temps, je pense que c'est un concept qui demeure sous-utilisé. Il est relativement récent. Il y a des gens, évidemment, lorsqu'on essaie de présenter un nouveau concept, qui vont vous dire non, mais on étudie déjà ça, c'est déjà vu. Et je suis sûr qu'il y a certains d'entre vous qui vont penser ça, du moins au début de ma présentation. Mais en même temps, je pense que parfois, c'est important de nommer les choses, même si c'est des choses qu'on a étudiées depuis un bout de temps. En les nommant, en les définissant d'une certaine façon, on peut attirer l'attention sur des enjeux théoriques importants et aussi sur des réalités empiriques qui se retrouvent dans plusieurs secteurs, dans plusieurs pays en même temps, mais qui sont rarement pensées simultanément. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Donc, les jeux d'acteurs impliqués dans le développement des politiques publiques sont depuis longtemps un enjeu majeur pour les spécialistes du domaine. Certains types d'acteurs comme les entrepreneurs politiques de Kingdon, les communautés épistémiques, je pense à Haas ici, les coalitions plaidantes, Sabatier, et je nomme seulement là, des termes qui sont bien connus, surtout dans le monde anglo-américains, mais qui sont aussi utilisés par les chercheurs francophones de plus en plus. Donc, aujourd'hui, ce que j'essaie de faire, c'est de montrer qu'il y a un autre type d'acteur qui est intéressant en soi et un type d'acteur qui est différent, même s'il y a des recoupements de celui d'entrepreneurs politiques ou de communautés épistémiques ou de coalitions plaidantes, et qui met l'accent sur des réalités importantes en ce qui concerne le développement des politiques publiques et leur diffusion. Et donc, aujourd'hui, j'explore ce qu'on appelle ce que j'appelle en français groupes d'instruments, instrument constituency en anglais, des acteurs qui entourent et font la promotion de certains instruments de politique publique, de certains types de programmes. Hein. Donc, un instrument de politique publique, c'est vraiment une série de règles ou d'éléments qui servent à atteindre certains objectifs pour résoudre des problèmes spécifiques. Et il y a beaucoup de littérature, hein, je pense, de plus en plus sur les instruments de politique publique, tant en français qu'en anglais, depuis une vingtaine d'années. Mais le concept de groupe d'instruments en tant que tel est beaucoup plus récent, comme je vais l'expliquer plus tard. Donc, aujourd'hui, je m'attarde à la signification théorique de ce concept, aux liens et aux différences avec les trois autres concepts que j'ai mentionnés, entrepreneurs politiques, communauté épistémique et coalition plaidante. Ensuite, je vais utiliser l'exemple des pensions de vieillesse et des comptes d'épargne individuels. Et je vais aussi plus tard mentionner quelques autres exemples qui pourraient être étudiés à l'avenir avant de conclure au sujet d'un agenda de recherche. J'espère que certains d'entre vous vont vouloir se joindre à moi, se joindre à nous, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui travaillent sur les groupes d'instruments et que ça va vous intéresser peut-être d'aider à diffuser ce concept. Donc, le concept est apparu à ma connaissance là, en 2014, donc sous la plume de sociologues allemands, Jan Peter Voss et Arnaud Simons. Et l'article donc fondateur, même si Peter Voss en avait parlé dans sa thèse, écrite à la même époque, est publié dans Environmental Politics en 2014. Au départ, le concept était vraiment confiné au domaine des politiques environnementales et c'était un instrument qui avait je dirais une saveur assez postmoderne, très constructiviste dans la façon dont c'était défini.
On va voir plus tard que la façon dont on a retravaillé le concept, Michael Howlett et moi, on a essayé d'ajuster un peu le tir, mais on garde quand même la signification la plus basique là, du concept et on la retravaille. Mais la façon dont c'était défini dans leur article fondateur, donc, le concept de groupe d'instruments consists of entangled practices that cultivate an instrument. Constituencies sustain the instrument and are themselves sustained by the instrument as it persists and expands its realm of validity. Fin de la citation. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on ne parle pas, c'est pour ça que je dis que c'est assez postmoderne, on ne parle pas d'acteurs en tant que tel ici. Hein? Constituencies sustain the instrument and are themselves sustained by the instrument. Il y a une relation très directe entre ce que nous, on appelle des acteurs et cet instrument de politique publique-là. Et c'est ça qui est vraiment l'aspect central de ce concept. Et c'est différent des concepts existants que j'ai mentionnés plus tôt et que je vais mentionner à nouveau bientôt. Mais je pense que la définition originelle n'était pas vraiment explicite sur l'autonomie des acteurs. Et l'accent portait davantage sur l'instrument en tant que tel, alors que nous, on met l'accent sur l'autonomie des acteurs. Et ça, c'est une différence avec la version, disons, 2014 là, de l'article fondateur que je viens de mentionner. Alors, comment j'ai découvert ce concept-là? C'est une histoire intéressante, je la raconte parce que ça peut donner des idées aux jeunes chercheurs, aux étudiants, aux doctorants, de mieux comprendre comment les projets de recherche commencent. Et j'étais en sabbatique à Singapour. Je connaissais à peine Michael Howlett, mais je l'avais contacté à l'avance et à la Lee Kuan Yew School of Public Policy, ils ont beaucoup d'argent et puis ils ont réussi à me permettre de séjourner là-bas pendant 6 semaines, de me loger et durant une sabbatique. Et on a eu des discussions avec Mike Howlett et un jour, il me mentionnait très rapidement de ce concept. Il me dit, est-ce que j'ai déjà entendu parler de ce concept? C'est tout nouveau. J'ai dit non, c'est quoi? Et là, il m'a défini le concept. Il m'a offert sa définition du concept et j'ai dit, ah, ben oui, mais ça fait longtemps que j'étudie ça. J'ai découvert que, bon, je faisais de la prose sans le savoir, si on veut. Et donc, il m'a envoyé cet article de Voss et Simons que j'ai lu. Et ensuite, on a eu donc une autre discussion. On a décidé d'organiser une conférence à Berlin sur le sujet avec ces fonds. Et on a évidemment invité Voss, Simons et leurs collègues à participer. Donc, on est allé les voir parce qu'ils sont basés, à l'époque, ils étaient basés à Berlin. Et on a entrepris un dialogue avec eux. Finalement, on a co-dirigé, Mike Howlett et moi, un numéro spécial sur la question de Policy and Society. Et Voss et Simons ont écrit un article dans ce numéro spécial-là et d'autres auteurs qui ont commenté sur le concept de groupe d'instruments de différentes perspectives théoriques. Il y a aussi des études de cas empiriques, dont une que j'ai écrite avec Rosina Foley qui porte sur l'aide sociale au Ghana et au Brésil. En fait, c'est dans le numéro spécial. Et donc là, c'était l'idée du numéro spécial, c'était de diffuser le concept, de le faire connaître, de le travailler, de le débattre sur le plan théorique. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques. Hein, lorsque je le dis, lorsqu'on introduit un concept dans une littérature quelconque, il y a toujours des gens qui vont nous dire, oui, mais il n'y a rien de nouveau. Bon. Mais aujourd'hui, j'espère que les sceptiques seront confondus. Hein? Mais peut-être pas. Mais bon, donc on a publié un numéro spécial et aussi avant ça, en fait, avec Mike, on avait publié un article dans Governance sur le concept. Et je vais me baser en partie sur ces travaux-là pour au moins présenter le concept ici avec la permission de Mike, qui est très heureux d'ailleurs que je puisse parler de ce concept-là, qui est très peu connu dans le monde francophone. Je ne pense pas qu'il ait encore été utilisé à ma connaissance, mais si vous connaissez des exemples, il faudrait me le dire. Je serais très curieux d'aller lire ça immédiatement. Bon, donc, dans les travaux que j'ai écrits avec Mike Howlett,
Le but était de mieux intégrer le concept à la littérature internationale sur les politiques publiques, au-delà du domaine des politiques environnementales dans lequel il était né. Et puis de dépostmoderniser le concept d'une certaine façon, de mettre le rôle des acteurs et de leur autonomie au centre d'analyse, en lien évidemment avec le concept d'instrument. Mais on a donné un nouveau sens à ce concept-là. Hein? Et donc aujourd'hui, je parle de ce concept-là de la façon dont Mike Howlett et moi et nos collaborateurs on le définit. Évidemment, vous pouvez aller voir l'article original de 2014 pour comparer parce que c'est très intéressant ce qu'ils font aussi, c'est différent. Au départ, on s'est dit, bon, si on veut propager la bonne nouvelle et faire connaître ce concept-là, il faut montrer en quoi ça se distingue des concepts existants. Hein? Ça, c'est important toujours parce que les sceptiques doivent être confondus, mais aussi pour donner un ancrage aux lecteurs ou à l'audience, aux gens, à l'auditoire, pour leur dire, ben, écoutez, pour que l'auditoire puisse comprendre, puisse avoir un cadre de référence connu, ce qui rend la digestion du nouveau concept un peu plus facile. C'est plus facile à digérer lorsque on le présente en relation avec des choses qui sont déjà bien connues. Je vais le faire un peu aujourd'hui. Donc, le point de départ de la façon dont on a recadré le concept et développé et diffusé le concept de groupe d'instruments, on est parti de Kingdom, évidemment, auteur très connu, qui a analysé les trois courants, problèmes, solutions, politiques, en anglais problems, problem stream, policy stream et politics stream, et aussi le rôle des entrepreneurs politiques qui font le pont entre ces trois courants hein, lorsque le contexte est propice. Il y a des liens, des parallèles entre le concept d'entrepreneur politique et celui de groupe d'instruments. C'est pour ça qu'on est parti de Kingdom. Parce que si les gens étaient pour nous reprocher de répéter des choses qui existent déjà dans la littérature et de tourner en rond, de simplement trouver un nouveau terme pour parler de choses qui sont déjà très bien connues, c'était plus facile de les confondre en comparant directement le concept avec celui d'entrepreneur politique. Donc, l'argument que nous avons mis de l'avant, c'est l'idée qu'au-delà des entrepreneurs politiques, une catégorie d'acteurs est particulièrement associée à chacun des trois courants en question. Et cette association, évidemment, n'est pas exclusive, mais elle permet de mieux cartographier les rôles respectifs des différents types d'acteurs dans le développement des politiques. Donc, on a associé le courant des problèmes aux communautés épistémiques, qui regroupe des experts qui connaissent particulièrement bien les problèmes pouvant être inscrits à l'agenda. Ensuite, on a le courant des solutions qu'on lie au groupe d'instruments, parce que un groupe d'instruments, c'est vraiment un regroupement d'acteurs qui font la promotion de certaines solutions, hein, de certains programmes, de certains types de programmes, d'instruments de politique publique. Et qui s'efforce de les diffuser à travers le temps et l'espace, parfois dans différents domaines d'intervention de l'État. Et ça, c'est très important. Le concept de groupe d'instruments, on parle d'acteurs qui ont souvent un aspect supranational et aussi parfois dans les systèmes fédéraux infranational, et aussi des acteurs qui se déploient souvent dans plusieurs domaines d'intervention de l'État parce que certaines solutions, certains instruments de politique publique peuvent être adaptés à différents contextes et être utilisés dans différents champs d'intervention de l'État. Et finalement, il y a le courant politique où là, les coalitions plaidantes, hein, à la Sabatier, structurent le débat politique en formant des camps distincts sur le plan des croyances fondamentales. On parle chez Sabatier de croyances, de valeurs fondamentales. Ce qui tient les coalitions plaidantes ensemble, ce sont ces croyances, ces valeurs fondamentales-là. Ce qui tient les communautés épistémiques ensemble, c'est le domaine d'expertise. Et ce qui tient les groupes d'instruments ensemble, l'aimant qui attire ces acteurs et qui les font se mobiliser ensemble,
au plan national, infranational et supranational, ce sont les instruments de politique publique. Donc, c'est l'élément qui est au centre de ce regroupement d'acteurs. Et donc, c'est la cause. La cause d'un groupe d'instruments. Un groupe d'instruments, il y a une cause, et cette cause-là, c'est l'instrument qu'on essaie non seulement de formuler, mais surtout de diffuser, de vendre vraiment. On essaie de vendre cet instrument aux décideurs politiques, aux experts, aux organisations internationales. Et donc, c'est ça l'aspect. Donc, l'instrument est vraiment central. Mais nous, contrairement à la conception présentée par Voss au départ dans sa thèse dans l'article de 2014, on met l'accent sur l'autonomie des acteurs dans la mobilisation de cet instrument-là. Donc, l'instrument, c'est l'élément qui les lie ensemble, mais ces acteurs-là aussi ont une grande autonomie dans la façon dont ils s'efforcent de diffuser cet instrument-là. Et c'est un aspect essentiel de notre travail sur les groupes d'instruments. Donc, comparer les entrepreneurs politiques et les groupes d'instruments, c'est important parce que, comme je l'ai expliqué, on peut dire qu'il y a quand même des parallèles entre les deux, plus d'ailleurs qu'entre les groupes d'instruments et les coalitions plaidantes ou les groupes d'instruments et les communautés épistémiques. D'abord, une différence fondamentale, les groupes d'instruments sont des acteurs collectifs. Évidemment, il y a des individus qui participent à ces groupes d'instruments, mais ils font partie ils s'organisent à travers différentes organisations, à travers des réseaux, et l'aspect collectif est très important ici. Tandis que chez Kingdom, les entrepreneurs politiques sont généralement, et en fait, chez Kingdom, ce sont des individus. Il y a quelque chose de très individualiste dans l'analyse kingdonienne des entrepreneurs politiques, alors que la notion de groupe d'instruments met l'accent sur l'aspect collectif de ces acteurs-là, même si l'autonomie des individus qui participent à ce groupement-là est prise en considération. Fonctionnement en réseau, et donc les groupes d'instruments fonctionnent en réseau et intègrent des organisations diverses. Et ça, encore là, c'est différent des entrepreneurs politiques à la Kingdom. Je parle du modèle développé en 1984 dans son ouvrage Agendas, Alternatives in Public Policies. C'est certain que d'autres auteurs ont changé un peu la signification du concept, mais on voit quand même des différences essentielles entre la façon dont Kingdom définit les entrepreneurs politiques et la façon dont nous, on définit les groupes d'instruments. Finalement, les groupes d'instruments sont spécialisés dans la formulation de solutions plutôt que dans l'articulation des trois courants. Donc, chez Kingdom, souvent, les entrepreneurs politiques faisaient un lien entre un problème, une solution et des forces politiques particulières. Et c'est moins le cas dans le cas des groupes d'instruments. Mais les groupes d'instruments peuvent travailler avec des entrepreneurs politiques. Donc, nous, là, il faut clarifier ça. On ne dit pas que le concept de groupe d'instruments doit remplacer celui d'entrepreneur politique. On dit que ce sont deux concepts distincts qui renvoient à des réalités différentes qui peuvent exister simultanément. Okay? Et même que ces deux types d'entités peuvent travailler ensemble ou s'opposer dans la réalité. Ce qui est important aussi pour ce qui est des groupes d'instruments, de plus en plus, c'est utilisé dans la littérature sur la diffusion à la fois infra- et supranationale. Et vraiment, comme l'instrument, c'est un aimant qui tient les acteurs ensemble et que ces acteurs-là se définissent en partie par rapport à cet instrument-là, ce qui constitue le groupe d'instruments, ben, l'un des objectifs principaux d'un groupe d'instruments, c'est de le diffuser. Et donc, ça se fait à plusieurs niveaux et je vais donner évidemment des exemples plus tard. Chez Kingdom, les entrepreneurs politiques sont définis purement au niveau, à l'intérieur même d'un pays. Hein. Il n'y a pas d'aspect supranational, même si au cours des dernières années, plus récemment, en tout cas, il y a des auteurs qui ont essayé de parler d'entrepreneurs politiques supranationaux. Mais à l'origine, chez Kingdom, c'est vraiment purement national ou ça peut être infranational, mais pas transnational. Alors que le concept de groupe d'instruments lui-même, dès le départ, il y a une dimension transnationale forte.
Finalement, les entrepreneurs politiques peuvent collaborer avec les groupes d'instruments ou même les intégrer temporairement, mais leur attachement à une solution particulière est souvent ponctuel, alors que les groupes d'instruments, s'identifient durablement à leur instrument, qui définit leur identité en soi et pour soi. Donc, en tant que tel, de leur point de vue, mais aussi du point de vue du monde extérieur, où les gens sont perçus comme étant membres de cette communauté ou de ce groupe d'acteurs qui partagent une même admiration ou une passion même, ou en tout cas un attachement envers un instrument particulier. Bon. Donc, on va retourner un peu sur Terre. On est allé assez haut dans la stratosphère en parlant d'enjeux théoriques assez abstraits. Maintenant, on va retomber un peu sur Terre et parler de donner des exemples. Hein? Et un exemple en particulier sur lequel j'ai beaucoup écrit, mais il y en a d'autres. Je vais commencer par celui que je connais le mieux. Ensuite, je vais mentionner d'autres exemples qui pourraient, je pense, faire l'objet d'études plus systématiques. Peut-être en collaboration avec vous, ou vous-même, vous pouvez partir et commencer, ou alors peut-être utiliser des exemples pour critiquer le concept, hein? Ou lui donner une définition différente. Donc, un instrument de politique publique qui a connu, je pense, son heure de gloire dans les années 90 et 2000, c'est celui de compte d'épargne individuel, utilisé dans le mouvement transnational en faveur de la privatisation des pensions, un excellent livre de Mitchell Orenstein, Princeton University Press en 2008, qui traite de cette question-là. Et d'ailleurs, Orenstein ne parle pas de groupe d'instruments, mais c'est, je pense, le type de travaux, si vous lisez son livre, qui se rapproche le plus de ce type d'analyse. Et lire Orenstein à l'aune du concept de groupe d'instruments est très, très intéressant. Et je pense que ça m'a aidé beaucoup sur le plan théorique à lire ses travaux, même si c'est plus appliqué ici. Les comptes d'épargne individuelle, évidemment, c'est pas nouveau. Ça fait longtemps que ça existe. Et c'est dans le domaine des retraites, on peut dire que le mouvement en faveur du remplacement des programmes de pension de vieillesse par répartition, c'est-à-dire qui sont fondés par les contributions obligatoires ou les impôts, que ce mouvement-là vraiment est né dans les années 70, mais a été appliqué pour la première fois vraiment en matière de pension de vieillesse au début des années 80 au Chili, sous Pinochet. Et ensuite, il y a eu, à partir de l'exemple chilien, cet instrument de politique publique-là, qu'on appelle parfois privatisation des retraites, mais qui en réalité ce sont des comptes d'épargne individuels, souvent comptes d'épargne obligatoires, que cet instrument de politique publique-là est devenu de plus en plus populaire parmi les experts néolibéraux, surtout dans les années 90. En 1994, la Banque mondiale a soutenu vraiment le développement de ces comptes-là dans un rapport célèbre, en tout cas pour les gens qui suivent, qui s'intéressent au débat sur la protection sociale. Il y a aussi des think tanks, donc des instituts de recherche dans différents pays qui se sont mis aussi à faire la promotion de cette approche-là. Notamment le Cato Institute à Washington. Au Canada, même si ce mouvement-là a été quand même beaucoup moins influent au Canada qu'aux États-Unis ou en Amérique latine ou en Europe de l'Est, le Fraser Institute, quand même, a déjà fait la promotion de cet instrument de politique publique. Et donc, je parle d'organisations, mais évidemment, ces organisations-là ont accueilli des individus qui font partie de réseaux qui vraiment soutiennent un groupe d'instruments, un instrument particulier, donc font partie d'un groupe d'instruments. Donc, c'est intéressant quand on étudie les groupes d'instruments de suivre le parcours de certains individus, mais de les comprendre dans une perspective institutionnelle et organisationnelle. Ces individus-là, en fait,
deviennent influents en partie à cause de leur ancrage institutionnel et organisationnel, et aussi de leur réseau, de leurs contacts et des gens qui font partie de ce que nous, on appelle un groupe d'instruments. Donc, on étudie les individus, mais dans une perspective beaucoup plus sociologique, beaucoup plus holiste, si vous voulez. Donc, deux exemples que je pourrais mentionner de gens associés à ce groupe d'instruments, que les gens dans le domaine, sans le nommer groupe d'instruments, connaissent. Ils vont dire c'est une clique, ce sont des gens qui partagent une même passion pour les comptes individuels d'épargne, si on peut avoir une passion pour un truc économique assez aride, mais qui veulent privatiser les pensions de vieillesse et qui ont des alliés dans les organisations internationales, mais aussi dans le secteur privé, dans les institutions financières, par exemple. Hein? Et donc, je mentionne deux noms, José Piñera et Estelle James, des gens que j'ai déjà rencontrés. Bon, alors, José Piñera, c'était l'ancien ministre du Travail sous Pinochet au début des années 80. Son frère, d'ailleurs, plus récemment, est devenu président du Chili. Bon, il n'est plus en ce moment, mais Piñera, c'est un nom qui est très connu au Chili. Et lui, en fait, après la fin de son travail comme ministre du Travail, qui était en charge de la mise en œuvre de ces comptes d'épargne individuelle obligatoire au Chili. Il a commencé à voyager, participer à des conférences. Il est devenu un employé du Cato Institute à Washington et il a joué un rôle à travers ces réseaux-là, hein, donc ce groupe d'instruments-là, sur plusieurs continents. Hein. Il était partout en Europe de l'Est, en Amérique latine, aux États-Unis et en Asie de l'Est pour essayer de diffuser cet instrument de politique publique-là. Estelle James, une économiste américaine, a un parcours un peu similaire, mais elle plus académique. Alors, ce n'est pas une ancienne ministre ou une ancienne fonctionnaire, c'est une économiste qui, elle, a travaillé pour la Banque mondiale et qui a rédigé, en gros, en tout cas, le brouillon, la première version du fameux rapport de 1994. Et donc, on voit que ces individus-là circulent, mais se connaissent, participent aux mêmes conférences et font partie, donc, de ce que j'appelle un groupe d'instruments. Et ici, ce qui compte, ce n'est pas l'expertise dans un certain domaine, comme on le verrait pour une communauté épistémique. C'est beaucoup plus spécifique que ça. Non seulement c'est des gens qui connaissent un domaine, mais c'est des gens qui ont le même objectif normatif, qui est le triomphe ou la popularisation de l'instrument de politique publique dans lesquels ils croient. Et vraiment, je parle de croyance ici parce qu'il y a un attachement, une identification à l'instrument qui peut devenir très évidente quand on parle à ces gens ou on va aux conférences, aux différentes discussions. Les individus deviennent les ambassadeurs pour cet instrument-là, mais font partie d'un réseau beaucoup plus vaste et souvent peuvent noyauter ou en tout cas participer à des organisations qui renforcent le momentum en faveur donc de l'instrument choisi, de l'instrument élu. Il y a d'autres exemples, évidemment, parce que si on parle des pensions de vieillesse, la privatisation des pensions, l'ouvrage d'Orenstein le démontre bien. Il y a eu quand même une diffusion transnationale de ces comptes d'épargne individuels en tant qu'instrument de politique publique dans de nombreux pays, même si le modèle chilien en tant que tel n'a pas été imité de façon systématique partout. Bien au contraire, souvent c'est une version plus minimaliste, moins systématique que le modèle chilien, mais il y a quand même eu une diffusion importante de ces comptes d'épargne individuelle obligatoires à travers le monde durant les années 90 et jusqu'à la crise financière de 2008. Mais depuis, ce mouvement-là quand même ralenti. Le groupe d'instruments existe toujours, mais évidemment, un groupe d'instruments, même si on parle d'autonomie des différents acteurs, leur capacité de se lier à différentes organisations internationales, mais aussi dans le secteur privé, des institutions financières qui soutiennent pour des raisons économiques, évidemment, les comptes d'épargne individuels. Il y a, je pense, un aspect vraiment très dynamique et c'est pour ça qu'on peut parler
mouvement en faveur d'un certain instrument, mais le succès de ce mouvement-là est lié aussi à des facteurs contextuels, évidemment. Donc, la crise financière de 2008 a quand même nuit à la réputation de ces comptes d'épargne individuels obligatoires, en partie parce que, bon, elle a mis cette crise-là vraiment soulignée l'insécurité économique liée à une dépendance trop grande des retraités ou des travailleurs envers les cycles financiers et envers donc les marchés boursiers. Donc, il y a l'aspect contextuel qui est important quand on parle de la montée et du déclin de certains groupes d'instruments. Évidemment, on les replace dans leur contexte institutionnel, dans leur contexte historique. Ce n'est pas seulement des acteurs qui jouissent d'une certaine autonomie qui sont attachés à un groupe d'instruments, c'est des acteurs qui fonctionnent dans un certain contexte institutionnel et historique. Et des changements brusques, par exemple, la crise financière de 2008, peuvent non pas détruire le groupe d'instruments en tant que tel, mais le rendre moins influent parce que le message porte moins, parce que le contexte en tant que tel est moins favorable à ce message-là. Et donc, ce groupe d'instruments-là, son âge d'or, c'est dans les années 90, de 94 à 2008 vraiment. Et depuis, même si ces acteurs-là restent présents, même s'ils font toujours la promotion de cet instrument de politique publique-là, on peut dire que le contexte est beaucoup moins favorable, tant sur le plan économique que politique, et qu'on parle donc d'un déclin peut-être temporaire, peut-être permanent de ce groupe d'instruments-là, parce qu'il y a moins, il y a moins de public. Le public est moins nombreux de gens qui veulent entendre parler de comptes d'épargne individuels obligatoires. Et ça, c'est une leçon importante à tirer. Bon, il y a plein d'autres exemples que je pourrais mentionner. Je voudrais en mentionner quelques-uns aujourd'hui, deux autres, pour vous donner donc une idée de groupe d'instruments dans différents champs d'intervention de l'État. La commission éco-fiscale et le prix du carbone comme instrument de politique publique. Ça, je pense que ça mériterait une étude empirique. La commission éco-fiscale qui, bon, n'existe plus, mais qui a joué un rôle important ici au Canada pour promouvoir le prix sur le carbone. Et c'est d'ailleurs le directeur Chris Ragan, le directeur de l'école Max Bell à l'Université de McGill, qui était le chef de file de cette commission éco-fiscale. Mais ce qui est intéressant avec la commission éco-fiscale, qui faisait partie d'un groupe d'instruments plus général qui existe toujours au niveau transnational, c'est que tous les commissaires, vraiment, soutenaient l'idée d'un prix sur le carbone. Donc, pour devenir membre de la commission, il fallait accepter de soutenir cet instrument de politique publique. Et évidemment, la commission éco-fiscale, c'est un exemple canadien, mais il y a des exemples dans d'autres pays où vraiment cette idée de prix sur le carbone a été diffusée, donc au niveau transnational, mais au niveau aussi infranational, parce qu'on a vu l'influence de la commission éco-fiscale et de gens comme Chris Ragan en Alberta sur Rachel Notley, par exemple. Donc, des gens qui se réunissent autour d'un instrument de politique publique et qui en font la promotion. Il y a des exemples, et ce n'est pas seulement dans le secteur des pensions de vieillesse, comme je viens de le montrer. Un autre exemple récent sur lequel j'aimerais aussi travailler et qui m'intéresse beaucoup, c'est le revenu universel de base ou revenu de citoyenneté. Enfin, il y a différents termes, mais c'est un instrument de politique publique qui, au cours des 20 dernières années, a connu, surtout les 10 dernières années, un envol. En tout cas, sur le plan médiatique et dans les cercles vraiment universitaires, on parle de plus en plus de cet instrument de politique publique, le revenu universel de base. Et il y a des associations internationales, il y a des chercheurs, évidemment, qui travaillent là-dessus depuis longtemps, comme Philippe Van Parijs en Belgique. Mais maintenant, il y a des organisations aussi beaucoup plus au niveau de la société civile, au-delà du monde universitaire. Donc, des militants, vraiment des militants du revenu universel de base, qui se retrouvent dans plusieurs milieux. Et on voit ça au Québec, par exemple. Il y a une organisation qui s'appelle Revenu de base Québec. En France, il y a une organisation qui s'appelle le Mouvement français pour un revenu de base. Je donne seulement deux exemples. Un au niveau provincial, un au niveau national.
mais vraiment la diffusion de cet instrument de politique publique-là et aussi l'expansion de ce groupe d'instruments était très rapide. Et je pense que ce serait fascinant d'étudier, ce serait une étude de cas fascinante. Les acteurs qui vraiment sont liés au concept de revenu universel de base, les acteurs qui militent, c'est vraiment de la militance, on milite en faveur d'un instrument. Comme Estelle James et José Piñera militaient en faveur d'un projet néolibéral, qui est la privatisation des retraites à travers le développement de comptes d'épargne individuelle obligatoires. Ici, on a un groupe d'instruments qui est situé à gauche de l'échiquier politique en général et qui est, même si c'est ambigu sur le plan idéologique, de gens qui soutiennent, qui se font les avocats, les défenseurs du revenu universel de base. Et Philippe Van Parijs, au départ, était assez isolé, mais on a eu au fil du temps, on a quand même, je pense que c'est assez évident, je travaille dans le domaine de la protection sociale depuis longtemps, j'ai vu une explosion du nombre de publications, une multiplication des publications savantes, mais après des publications médiatiques sur les réseaux sociaux. Donc, on a un exemple ici d'un instrument de politique publique qui est de plus en plus populaire, mais qui est aussi entouré d'un groupe d'acteurs très enthousiastes. Et évidemment, ils ne s'entendent pas toujours entre eux. Il y a toujours, à l'intérieur même d'un groupe, il y a différentes interprétations de l'instrument et de comment il faut l'utiliser, parce que ces instruments-là, en général, c'est des idées assez vagues ou qui peuvent avoir différentes… sur le terrain, on peut les mettre en œuvre de façon différente. Donc, évidemment, il y a plusieurs versions de ce qu'un revenu universel de base pourrait être. Et c'est la même chose pour les comptes d'épargne individuelle. Il y a différents modèles, certains sont obligatoires, d'autres ne le sont pas. Est-ce qu'on remplace complètement les systèmes de pension par répartition ou pas? Donc, à l'intérieur de ces groupes d'instruments-là, il y a des débats au sujet de quelle est la meilleure façon de mettre en œuvre cet instrument-là, cette idée sur le terrain. Mais ce qui rassemble ces gens-là, l'aimant qui les attire et qui les tiennent ensemble, c'est cette volonté-là, comme je l'ai dit, presque militante et parfois même explicitement militante, de faire la promotion d'un instrument spécifique. Donc, les conclusions, j'espère que je n'ai pas parlé trop longtemps, non, je pense que je m'en tire assez bien. Le concept de groupe d'instruments est utile, je pense, parce qu'il permet de mieux comprendre la structuration de l'offre en matière de solutions dans le champ des politiques publiques, tout en reconnaissant l'offre des instruments, des programmes possibles, tout en reconnaissant l'autonomie, la mobilisation en réseau et à travers différentes organisations d'acteurs qui s'identifient à un instrument particulier, que ce soit les comptes d'épargne individuelle, le prix sur le carbone ou le revenu universel de base. Et je suis certain que vous pouvez aussi me donner plein d'autres exemples. Je pourrais en donner d'autres exemples aussi. Donc, d'instruments de politique publique qui sont entourés de cheerleaders, de gens qui font la promotion de cet instrument-là, qui peuvent être des universitaires, des experts, aussi des fonctionnaires, mais aussi des gens qui peuvent être dans les milieux d'affaires, qui peuvent être dans les milieux syndicaux. Ça dépend vraiment de l'instrument en tant que tel. Mais ce n'est pas seulement des experts ou des universitaires, c'est important de le comprendre. Des gens qui vraiment s'identifient à un instrument et qui en font la promotion. Chose certaine, il s'agit d'un concept encore très récent qui mérite évidemment plus de travail analytique, donc sur le plan théorique, et sur le plan empirique, plus d'études. Mais j'espère que ma présentation va favoriser la diffusion du concept dans l'espace de recherche francophone, tout en stimulant le débat sur sa valeur et ses limites potentielles. Donc, je parlais tout à l'heure de diffusion et de comment les membres d'un groupe d'instruments essaient de diffuser un certain instrument de politique publique. Ben moi, je fais partie peut-être d'un groupe de concepts et j'essaie, avec Mike Howlett et plusieurs autres maintenant, un nombre grandissant de gens, de faire la promotion d'un instrument, d'un concept particulier dans le domaine des politiques publiques. Je sais évidemment que ce concept-là mérite une plus grande attention, plus de travail analytique, mais aussi plus d'études de cas qui pourraient soit renforcer son intérêt apparent ou sa validité, ou soit peut-être remettre en cause certains de ces aspects ou certaines des façons dont je l'ai défini plus tôt.
parce on peut discuter pendant longtemps sur la définition des instruments de politique publique et des groupes d'instruments en tant que tels. Le terme en tant que tel aussi, groupe d'instruments, c'est ma traduction, mais peut-être qu'un instrument constituency, comme ça n'a pas encore été utilisé en français à ma connaissance, on pourrait aussi trouver un autre terme, peut-être, qui sonne mieux que groupe d'instruments. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Merci beaucoup. Merci, Daniel, pour cette présentation. C'est quand même toujours, je ne veux pas dire courageux, mais c'est quand même un nouveau concept. Puis on lance quelque chose, on lance des idées qui sont, en fait, là, qui sont importantes à peut-être essayer de consolider. Moi, j'ai plein de questions qui sont surtout des questions sur comment on peut réfléchir à ce concept-là. Mais je vais peut-être laisser la parole à Julien Doris. Bien, la parole, en fait, je vais lire la question de Julien Doris, qui est étudiant à l'École d'études politiques au doctorat. La question est, y aurait-il un lien avec le concept de répertoire tel que traité par Philippe Bézès au sujet des réformes administratives? Oui, je pense que absolument, ce serait une chose à creuser. Le concept de répertoire. Il y a beaucoup dans la littérature francophone, française, il y a des auteurs avec lesquels j'aimerais beaucoup engager un dialogue au sujet de ce concept. Donc, répertoire, c'est un concept intéressant. Il y a aussi un auteur, j'ai un livre ici que j'ai apporté, mais que je viens de lire, que j'ai fait une recension pour la Revue française de sciences politiques, qui s'appelle William Généis. C'est un auteur donc français qui est au CNRS et qui a écrit ce livre « Gouverner à l'abri des regards ». Et c'est vraiment sur les élites administratives et ce qu'il appelle les insiders. Donc, il utilise un terme en anglais. Ce livre-là, c'est sur Obamacare, mais il a aussi travaillé sur la France. Et je vois quand même une possibilité de dialogue avec d'autres concepts. Donc, jusqu'à maintenant, aujourd'hui, j'ai mentionné seulement 3 concepts. Hein? J'ai mentionné donc les communautés épistémiques, j'ai mentionné les entrepreneurs politiques, j'ai mentionné les coalitions plaidantes. Je suis resté dans un univers très anglo-saxon parce que c'est là où le concept est quand même né. On a publié un article dans Governance, c'est le genre d'auteurs qui sont discutés dans cette revue-là. Et c'était plus facile, je pense, pour approcher cette question-là en utilisant les auteurs qui sont très connus dans le monde anglo-américain. Mais je pense qu'il y aurait des choses à faire, surtout si on veut retravailler ce concept-là en français. Concept de répertoire, concept de ce que Jenny s'appelle gardien de politique. Hein? Donc, ce n'est pas exactement la même chose, mais je vois des parallèles, des similarités. Et donc, c'est un travail qui ne fait que commencer, un travail de dialogue. Souvent, vous savez, le monde universitaire, c'est divisé en silos. Hein? Donc, les gens utilisent une certaine terminologie. Quand ils font de la recherche, ils vont chercher les mêmes mots-clés toujours. Et il y a d'autres mots-clés qui veulent dire presque la même chose ou qui ont une signification similaire qu'ils ne chercheront jamais. Et donc, on crée des solitudes académiques, des gens qui utilisent certains concepts, qui font leur recherche avec des mots-clés spécifiques et qui ne discutent pas avec des chercheurs qui pourtant travaillent sur des sujets similaires, mais soit dans une langue différente ou simplement dans la même langue en utilisant des mots différents. Et ça crée je pense que ça crée des solitudes justement dans le monde universitaire et qu'il faut essayer de briser ces solitudes-là et de lier les différents concepts et d'essayer de montrer que les gens qui travaillent c'est pas parce qu'on utilise une terminologie différente qu'on fait partie d'un monde différent et qu'on peut pas communiquer avec les autres qui ont choisi des concepts différents. Moi, je vois ça souvent quand j'avais publié le livre avec Robert Cox sur le rôle des idées dans les politiques publiques et en sciences politiques. Là, on avait eu ce défi-là parce que c'est des gens qui utilisent parfois le terme de culture, discours, de cadre, narratif. Bon, en anglais, il y a d'autres termes aussi. Et finalement, ces gens-là parlent tous plus ou moins de la même chose, ou en tout cas de certains processus ou phénomènes qui sont quand même liés les uns aux autres, mais les chercheurs ne les interrogent pas au-delà de catégories étroites, souvent, qui sont liées aux mots-clés qui structurent leur recherche. Donc, aujourd'hui, on utilise Google Scholar, tous les appareils de recherche, les instruments de recherche, mais souvent, on est prisonnier de quelques mots, de quelques mots-clés.
Et parfois, on n'est pas au courant de ce que les gens font dans un domaine connexe, surtout quand on parle comme aux États-Unis ou en Europe, quand on a des milliers de chercheurs, des centaines de chercheurs qui travaillent sur le même sujet, souvent, c'est des dialogues de sourds et il faut essayer justement de lier les différents concepts. Et c'était notre but, en fait, dans notre article pour Governance et le numéro spécial, c'est de créer un dialogue entre les différentes approches dans le domaine, les différentes approches en analyse de politique et surtout des différents types d'acteurs. Et j'ai un chapitre qui vient de paraître dans un nouveau livre, justement, que Michael Howlett vient de coéditer, qui traite des différents types d'acteurs en politique publique, ceux que j'ai définis aujourd'hui, y compris les instruments, les groupes d'instruments. Donc, on essaie justement de parler des groupes d'instruments, mais en relation avec 3 ou 4 autres types d'acteurs. Et on pourrait, en français, peut-être le faire, mais en parlant de répertoire, en parlant de gardiens de politique, et on pourrait continuer à faire ça. Et moi, j'aime ces dialogues, j'aime la confrontation des idées, mais aussi des gens qui travaillent au fond sur la même chose, mais qui utilisent des concepts différents. Pas essayer de montrer un concept est meilleur que les autres, mais être ouvert aux autres concepts, ça nous permet de déconstruire ou de s'évader de certains de ces silos assez étroits-là, silos conceptuels qui souvent, je pense, nuisent à la curiosité et la recherche en bout de ligne. Oui? Merci de me dire. Oui, je me demandais, est-ce que tu as... Et même après un trimestre, on oublie. Hein? Alors, ce que je disais, c'est essentiellement, mais je te remercie de la réponse, Daniel, mais surtout, je pense que ça a répondu à la question de Julien Doris. Une autre question de Poliana Borgella, qui est étudiante au doctorat aussi en administration publique. Est-ce qu'une analyse des enjeux empiriques, comptabilité avec les croyances, par exemple, donc, est-ce qu'une analyse des enjeux empiriques du transfert de ces groupes d'instruments est possible d'être réalisée compte tenu de la dimension de compréhension du concept au-delà du contexte national ou régional? Alors, si je comprends bien la question, c'est de savoir est-ce que ce concept-là peut être transféré à d'autres contextes que ceux qui ont été mis de l'avant, en fait, ou priorisés dans la description que tu faisais de l'enjeu. Oui, donc en fait, les groupes d'instruments, comme j'ai dit, ont un caractère souvent transnational et c'est très différent des coalitions plaidantes de Sabatier, où ce sont des croyances communes qui unissent les membres d'une coalition plaidante, qui est souvent ancrée au niveau national ou subnational. Quand on parle de groupes d'instruments, ce qui lie les acteurs ensemble, ce n'est pas des croyances, comme je l'ai dit, c'est l'instrument en tant que tel. Évidemment, l'instrument est représenté de différentes façons, mais il y a un aspect quand même très international au débat, par exemple, sur le revenu minimum, le revenu minimum garanti ou le débat sur les comptes d'épargne individuelle. C'est des gens qui, en fait, je parlais de langage plutôt, de langue, mais en fait, c'est des gens qui partagent peut-être pas des valeurs communes ou des croyances communes en général, parce que Sabatier parlait vraiment de core beliefs. Hein? On n'est pas à un niveau aussi profond, mais il partage, comme j'ai dit, une passion pour un instrument en particulier. Et aussi, il maîtrise, il y a un certain langage qui est associé à un instrument. Hein? Et donc, il y a une communauté d'idées, si on veut, mais qui a un aspect transnational. Et tous les exemples que j'ai donnés, vraiment, ce sont des instruments de politique publique qui ont été adaptés, diffusés à travers la planète. Oui, qui sont en train de le faire. Le revenu minimum garanti, ça reste sur le plan de la mise en œuvre, ça reste assez limité, même s'il y a des exemples comme en Finlande, par exemple.
mais il reste encore du chemin à faire. Mais dans d'autres exemples, comme j'ai parlé des comptes d'épargne individuels ou même le prix du carbone, ça s'est envolé au cours de la dernière décennie, même surtout au cours des 5 dernières années, et ce n'est pas seulement un phénomène qui est canadien. Donc, je pense qu'il y a beaucoup ce concept-là peut être utile dans l'analyse, comme je l'expliquais plus tôt, de la diffusion des programmes ou des instruments de politique publique, à la fois au niveau supranational et au niveau infranational. Et ce qui souvent il manque dans l'analyse de la diffusion, c'est souvent des travaux très quantitatifs qui mettent beaucoup moins l'accent sur les acteurs. Qui fait la diffusion? Et plus l'accent sur les processus et les résultats. Donc, une politique qui se déplace d'un endroit à l'autre au fil du temps. Il y a évidemment des exceptions, par exemple les travaux de Kurt Wayland, qui s'inspirent plus de la psychologie cognitive. Mais ici, on a une vision qui est moins psychologique et qui est plus centrée sur une analyse du discours et sur le rôle des idées. En tant que construction historique et collective, pas seulement psychologique au sens individuel du terme. Merci, Daniel. Je vais insérer une de mes questions, je me permets ça. Ben oui, il ne faut pas hésiter. C'est juste en fait, c'est une question de précision. Puis je me demandais, est-ce que les groupes d'instruments sont considérés comme des entités stables ou c'est en fait des groupes qui, comme quand tu décrivais la participation des entrepreneurs politiques, ce sont des acteurs qui ponctuellement se regroupent même pas, en fait. C'est qu'ils tiennent un discours pro un instrument ou envers un certain instrument qui convergent. Alors, mais est-ce qu'on peut penser que ce sont aussi des groupes qui, dans le temps, sont relativement stables ou plutôt des regroupements plus ponctuels à certaines périodes? Oui, je pense que c'est la différence un peu avec quand je parlais des entrepreneurs de politique. À Kingdom, souvent, c'est assez ponctuel, alors que là, il y a une identification à long terme, une identification des acteurs à l'instrument. Donc, je parlais de, par exemple, Van Parrish et puis le revenu garanti. Bien, ça fait des années et des années qu'il en parle. Il n'arrêtera pas d'en parler sans doute, jamais peut-être. Et puis, la différence, c'est que le contexte peut changer et que l'instrument en tant que tel, il y a moins de, comme je l'avais dit, il y a moins de demandes. Parce que je parle de l'offre et de la demande ici. Le groupe d'instruments, c'est l'offre. Si on veut utiliser une métaphore économique vraiment simple, mais nous, on offre un produit, si on veut, dans le marché des idées, bon, c'est un instrument de politique publique. Et l'offre peut augmenter, mais elle peut aussi diminuer. On l'a vu avec les comptes d'épargne individuels après la crise financière de 2008. Les gens continuaient à s'identifier à cet instrument-là. Il y a toujours un groupe d'instruments, mais il n'y a pas de demande pour cet instrument-là, où la demande a beaucoup diminué. Il y a moins de la fenêtre, la fenêtre politique, pour utiliser un autre terme de Kingdom, là, est fermée. Et donc, ça fait partie du contexte. Mais je pense qu'en général, les acteurs s'identifient à un instrument pendant non seulement quelques mois, c'est pas seulement durant une campagne et une campagne électorale. Bon, souvent, ce sont des acteurs qui s'identifient à un instrument à long terme. On parle d'années, même de décennies. Dans les exemples que j'ai utilisés, c'est des gens qui vraiment sont des croyants, ils croient à cet instrument-là, ils s'identifient à cet instrument-là pendant une longue période de temps. Ce qui n'est pas nécessairement le cas des entrepreneurs de Kingdom. Merci, Daniel. Une autre question de Christian Nkunzi. Je trouve le concept de groupe d'instruments très similaire à celui d'ambassadeur des budgets participatifs développé par Olivier Rad dans un article sur la diffusion des budgets participatifs. L'auteur précise que les ambassadeurs des budgets participatifs sont ces personnes qui diffusent des budgets et les promeuvent à travers le monde. J'imagine que la question, c'est est-ce qu'on peut faire un lien entre ce type de concept? Je n'ai jamais entendu parler de ce concept-là parce que ce n'est pas mon domaine de recherche, mais ça, c'est l'exemple. C'est un concept assez étroit quand même. Ambassadeur des budgets participatifs, ça, ce serait un exemple de groupe d'instruments parmi d'autres. Donc, ça pourrait, d'après ce que vous me dites, ça pourrait être un groupe d'instruments. Il faudrait que j'étudie, je ne connais pas l'exemple, mais on pourrait ressaisir théoriquement
ces ambassadeurs-là comme étant un groupe d'instruments particulier. Mais évidemment, cet auteur-là semble parler seulement dans un contexte très spécifique de budget participatif. C'est la même chose pour Orenstein, où il parle seulement des pensions de vieillesse. Nous, ce qu'on veut faire avec le concept aussi général de groupe d'instruments, c'est qu'on veut montrer que c'est un type de groupe qui se retrouve à travers différents aspects du rôle de l'État, dans différents pays, différents enjeux de politique publique, et pas seulement en matière de budget participatif ou de pension de vieillesse. C'est ça l'avantage d'un concept aussi général. Mais il faut faire des études empiriques. Et dans ce cas-là, je pense qu'il semble que si vous étudiez les budgets participatifs et qu'il y a des ambassadeurs pour les budgets participatifs, bien, le concept de groupe d'instruments pourrait être adapté ici. Si vous voulez lier ça à un enjeu plus général concernant la diffusion des politiques publiques et la question des instruments de politique publique et de leur développement. C'est bien, je peux commenter sur des choses que je n'ai jamais lues. Mais bon, je me base sur ce que vous m'avez dit de cet auteur, mais ce n'est pas un domaine que je connais, mais encore là, je dis peut-être qu'il y a une convergence ici et ce serait bien d'essayer de lier les deux. Excellent. Je vous rappelle, vous pouvez mettre vos questions dans les questions et réponses. Si vous ne me connaissez pas, dites-moi un peu d'où vous venez. Ça va me permettre de vous présenter, parce que j'imagine que je ne vous connais pas non plus. Ça va me permettre de vous présenter. En attendant, j'ai une question en fait qui c'est une réflexion liée à des articles qui sont parus dans les 2 dernières semaines, je pense, ou du moins qui sont ressortis. Cette idée-là est ressortie dans les 2 dernières semaines sur, par exemple, l'idée d'abolition du passeport. Alors, est-ce qu'un groupe d'instruments peut être aussi considéré comme des groupes qui, en fait, ne militent pas pour l'adoption d'un instrument, mais plus pour l'abolition d'instruments? C'est une question très intéressante. Je n'ai pas vu de travaux là-dessus, mais ça serait une façon originale, je pense, d'utiliser le concept. Donc, ce serait un groupe d'instruments négatifs, en fait. Donc, ce serait le but, ce serait d'en finir avec un instrument. Je ne sais pas si on peut considérer la peine de mort comme un instrument de politique publique, mais en finir avec la peine de mort ou la prostitution. Donc, ça pourrait être intéressant. J'ai pas encore... Je pense que ce serait un terrain à explorer. Et moi, je trouve ça fascinant. C'est vrai, il y a des acteurs qui s'opposent. Et d'ailleurs, il y a un aspect dialogique, hein, pour utiliser l'expression de Bakhtin, à tous quand on parle de l'offre en matière de politique publique, de l'offre d'instruments, il y a toujours des opposants à ces groupes-là, hein, d'instruments. Donc, par exemple, pour ce qui est, il y a un aspect dialogique que je n'ai pas encore exploré là-dessus, mais j'ai exploré dans mes autres travaux sur le rôle des idées. Par exemple, il y a les gens qui soutiennent donc la privatisation des pensions de vieillesse, donc ce qu'on appelle le développement des comptes d'épargne individuelle. Mais il y a aussi leurs opposants qui, eux, défendent les assurances sociales, défendent un certain modèle, ce qu'en France, ils appellent la répartition. Et ces gens-là aussi ont leur propre coalition, c'est-à-dire ils ont leur propre groupe d'instruments. Ce sont des gens qui, depuis longtemps, depuis Bismarck, mais bon, ça s'est renouvelé au fil des ans, qui défendent l'idée d'assurance sociale. Et il y a un choc entre ces 2 groupes d'instruments-là. Ceux qui défendent les assurances sociales ou les pensions par répartition, pour utiliser le langage français, comme Friot, par exemple, un économiste français qui a beaucoup écrit là-dessus. Et lui, il défend la répartition. Et de façon, là, Bernard Friot, il a écrit des livres là-dessus en entier. Et lui, il fait partie et donc, il y a des gens, et ça, c'est dans les milieux syndicaux en France, donc c'est plus à gauche. Il y a un groupe d'instruments à gauche qui défend les assurances sociales et l'État-providence contre le groupe d'instruments néolibéral qui défend les comptes individuels d'épargne obligatoires. Donc c'est sûr que mais dans ce cas-là, c'est un groupe d'instruments qui s'oppose à un autre instrument. Et qui compare toujours son instrument avec l'autre instrument. Nous, on offre plus de sécurité aux travailleurs avec l'assurance vieillesse qu'avec des comptes d'épargne individuels. Nous, donc, on prend pour cible un autre instrument ou d'autres instruments pour démontrer la valeur de son instrument. Et d'ailleurs, donc l'aspect dialogique des groupes d'instruments est fascinant. Je n'ai jamais écrit là-dessus, mais là, il va falloir que je le fasse. C'est qu'on définit toujours un instrument par rapport à d'autres instruments. Des instruments on parle de l'offre, c'est la compétition. Hein?
Évidemment, on dénigre un peu la compétition. Si on croit au compte d'épargne individuelle, c'est qu'on pense que les assurances sociales qui existent déjà, l'assurance vieillesse telle qu'elle existe, bien, que ça, que ça coûte trop cher ou que c'est pas efficace. Et donc, la promotion d'un instrument passe toujours, enfin généralement, par la critique d'instruments alternatifs, si on veut. Et surtout par la critique du statu quo, si on défend un instrument qui n'existe pas encore sur le terrain, dans une juridiction donnée. Je m'emballe. Bien, merci. C'est ce qui est intéressant, en fait, dans ces discussions-là, c'est un concept qui a été traité il y a quelques années, mais quand même, d'essayer de réfléchir à voix haute, finalement, avec ce qu'on peut faire avec. Mélanie Bourque, qui est professeure à l'Université du Québec en Ottawa, demande, bonjour Mélanie, est-ce que les groupes d'instruments se pérennisent même si leur instrument est adopté par les gouvernements? Autrement dit, est-ce qu'on peut penser que les groupes d'instruments vont continuer à défendre cet instrument pour qu'il demeure en place? Merci, c'est une bonne question. Je pense que, comme je l'ai... Vous savez, il y a l'aspect transnational d'un groupe d'instruments. Donc, souvent, les gens qui réussissent dans un pays donné vont essayer de vendre leur modèle ailleurs. Donc, j'ai donné l'exemple de José Piñera. Il a mis en œuvre une réforme des retraites au Chili au début des années 80 et après, il a été vendre ce modèle-là ailleurs. Et il y a tellement de pays sur la planète qu'il y a toujours d'autres pays où on peut continuer à vendre son modèle, à vendre l'instrument en question. C'est sûr que si un instrument devient tellement commun qu'au fond, et qui n'est pas menacé, parce qu'on peut s'imaginer aussi d'un groupe d'instruments qui reste là comme, justement, le terme, justement, William Ginius parle de gardiens de politique, des gens qui sont des gardiens des politiques existantes. Comme par exemple, au Canada, il y a des gens qui défendent, mais de façon, je dirais, très militante, le système de santé universel qu'on a. Bon, c'est un système, mais le système existe. On a l'assurance maladie universelle ou la couverture universelle partout au Canada. Mais il y a quand même des gens qui sont organisés pour défendre surtout la loi sur la santé de 1984 et défendre une certaine conception de la santé. Donc, on défend l'instrument contre des attaques potentielles ou des attaques réelles, peu importe. Donc c'est une bonne question, Mélanie. Il faudrait étudier ça sur des décennies. Moi, je pense que oui, il y a certainement des groupes d'instruments qui peuvent disparaître au fil des ans parce que, au fond, ils ont eu tellement de succès qu'ils n'ont plus grand-chose à promouvoir parce qu'ils ont gagné. Mais souvent, il peut y avoir une métamorphose. Lorsque l'instrument a été mis en œuvre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le groupe d'instruments devient simplement, passe à la défensive? Donc, on était à l'offensive, on essayait de diffuser, et là, on passe en mode défensif, on essaie de défendre cet instrument-là contre les critiques, contre les attaques. Moi, j'ai surtout mis l'accent avec Mike et d'autres sur l'aspect diffusion, pas sur l'aspect contre-attaque, si on veut, ou jeu défensif. Nous, c'est le jeu offensif. On utilise une métaphore sportive. Nous, on va à l'attaque. Mais il y a aussi les défenseurs de politique qui existent déjà. Nous, on met l'accent sur ceux qui sont proactifs et qui veulent diffuser une politique plutôt que ceux qui défendent un instrument particulier qui existe déjà dans leur pays ou dans leur région ou dans leur province. Et donc, ce serait intéressant d'étudier et je trouve que c'est un enjeu aussi. On a beaucoup parlé des groupes d'instruments en matière de diffusion des politiques, mais on pourrait aussi en parler en matière de défense du statu quo ou de défense d'instruments existants. Dans ce cas-là, il faudrait plus en penser à ces acteurs-là en termes de rétroaction politique, là, en anglais policy feedback. Mais ça, c'est une autre de mes petites passions. Mais j'en parlerai pas trop aujourd'hui, mais je pense que c'est une question à explorer encore là. C'est un concept qui existe depuis seulement 6 ans. Est-ce qu'il va exister encore dans 20 ans? Je ne sais pas. Mais il n'existera pas si les gens cessent de l'utiliser et si on ne fait pas plus d'études empiriques pour démontrer sa valeur, mais aussi peut-être ses limites pour le recadrer, l'améliorer. Donc, moi, c'est ça, donc je fais je ne suis pas le prophète là, du concept, mais j'essaie quand même d'en parler parce que ça me semble le concept en soi n'est pas aussi important que les questions qu'il soulève et qui portent notre attention, notre regard sur certains enjeux qui sont évidemment étudiés
de différentes perspectives. Hein? On ne réinvente pas la roue à chaque fois, mais la façon dont on définit le concept, dont on le discute, dont on l'analyse, nous permet de mettre l'accent sur certaines réalités plus que d'autres. Et c'est ça le travail intellectuel au fond. Donc, on essaie de le faire. Mais peut-être qu'on va se casser la gueule. Bon, moi, je ne passe pas ma vie à faire la promotion de ce concept-là. Je travaille sur plein d'autres choses. Je ne suis pas associé seulement à ce concept-là. Donc, si le concept meurt, bon, ce ne sera pas la fin du monde. Il y a des gens, vous savez, qui s'identifient seulement à une idée, un concept, et ils passent leur carrière à en faire la promotion. Ce n'est pas mon cas. Donc, au fond, si vous me dites ça ne marche pas ou c'est pas trop utile, j'ai fait une thèse de doctorat sur votre maudit concept, ça ne marche pas. Écrivez-moi des lettres comme ça d'insultes dans 4 ans, là, dans 3 ou 4 ans, puis dites-moi que ça ne marche pas, puis peut-être que je vais abandonner le navire. Mais pour le moment, j'y crois encore. Bon, non, écrivez pas de lettres d'insultes. Vous m'avez convaincu de travailler sur ça. Hein, c'est un chemin qui ne va nulle part. Peut-être. Mais tu sais, je pense que pour ça, je pense qu'il y a une valeur à introduire cette idée-là, surtout dans la première description où la distinction entre qu'est-ce qui unit ces groupes-là, c'est l'instrument, d'autres c'est les valeurs pour les coalitions plaidantes ou autrement l'expertise pour les communautés épistémiques. Mais il y a peut-être un petit travail de distinction des termes à faire, notamment avec celui de communauté. Oui. Et je me disais peut-être que ce travail-là, il peut se faire en essayant de réfléchir, est-ce qu'il y a des enjeux de politique sociale ou de politique publique en général qui se prêtent mieux à l'utilisation de ce concept-là? Ou autrement dit, quelles caractéristiques un enjeu social ou public doit présenter pour être, pour que le concept prenne sa valeur finalement? Oui. Non, tout à fait. Je pense que ça s'applique à tous les concepts que j'ai discutés aujourd'hui, pas seulement à celui de groupe d'instruments. Bon, le terme groupe, en anglais, constituency, c'est pas tout à fait groupe, hein, c'est un peu différent. Et le terme groupe, ça pourrait semer un peu la confusion, je pense. Mais je ne veux pas seulement parler de réseau, parce que ce n'est pas seulement des réseaux au sens strict du terme. Donc, pour le moment, c'est groupe d'instruments, mais la terminologie pourrait aussi évoluer, surtout que ça n'a pas encore été utilisé. Donc, si vous avez votre propre traduction, vous pouvez faire comme vous voulez. Mais il faudrait quand même réfléchir à ces concepts-là. Oui, c'est quoi les frontières entre les différents… Bon, communauté, c'est un terme que j'aime pas beaucoup, moi, pour parler de communauté épistémique. J'ai toujours eu des problèmes avec le terme en tant que tel, de communauté. Peut-être à cause de ma formation de sociologie où on oppose communauté et société, bon, la grosse la tradition allemande et tout. Là. Mais bon, peut-être j'aime mieux le terme de groupe que communauté. Mais c'est vrai que qui est membre, bon, on n'a pas de carte de membre. Hein? Comment on fait pour reconnaître un membre d'un groupe d'instruments ou un membre d'une communauté épistémique? Je pense il faudrait développer les critères de façon empirique. Et beaucoup des enjeux qui sont à venir, je pense, si on accepte le concept, c'est des enjeux empiriques de définition. Et c'est les gens qui doivent, dans leur recherche empirique, définir, bon, parce que ça va varier aussi d'un instrument à l'autre, d'un groupe à l'autre. Hein? Mais je pense que quand on connaît bien un domaine, on est capable d'identifier ces gens-là assez facilement. Quand on connaît un champ un domaine, que ce soit si on travaille sur les pensions de vieillesse ou le chômage ou les politiques environnementales, ou peu importe le champ d'expertise, on va reconnaître ces gens-là. Ils existent. Moi, quand Michael Howlett m'a expliqué en 3-4 phrases ce qu'on entendait par groupe d'instruments, je me suis dit, j'ai étudié ces acteurs-là depuis longtemps, mais je ne les reconnais pas en tant que catégorie générale. J'en parle seulement en tant que les gens qui soutiennent la privatisation des retraites ou les gens qui soutiennent la taxe sur le carbone, ou peu importe. Et donc, ça permet de comparer différents instruments et différents groupes d'instruments à travers l'espace et le temps. C'est pour ça que je pense que c'est un concept intéressant.
Mais bon, ça, en anglais, on dit the proof is in the pudding. Évidemment, c'est les études empiriques qui vont nous prouver si ça marche ou pas. Mais ce que j'ai fait empiriquement, j'ai fait seulement 2 articles où il y a des dimensions empiriques là-dessus. C'est sûr que c'est pas beaucoup, mais il y a d'autres auteurs qui sont en train de travailler, qui utilisent le concept en ce moment. Et moi, ce que j'ai vu jusqu'à présent, je ne peux pas résumer tout ça aujourd'hui, là, mais il me semble qu'il y a plusieurs avenues de recherche qui s'ouvrent, en partie à cause de la conversation qui a été amorcée par le terme lui-même, le concept. Et c'est ça, le but, c'est de favoriser une conversation entre les chercheurs et d'ouvrir des portes, des fenêtres, au moins de créer des ponts. Et ce concept-là, comme je dis, ne remplace pas aucun concept qui existe déjà. C'est un concept qu'on veut ajouter à la littérature en le distinguant de ce qui existe déjà. Et donc, il ne faut pas vous sentir menacé si vous avez déjà un concept qui vous tient à cœur. On ne veut pas vous le voler ou le remplacer. On vous offre quelque chose d'autre. Et si ça ne vous intéresse pas ou si vous pensez que ce n'est pas utile, ben, vous pouvez l'oublier. Merci, Daniel. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? J'en vois pas d'autres dans le chat. C'est pas le chat, mais en fait, des questions-réponses. Sinon, une dernière qui nous vient de André Lecourt. Ah, ben je le connais, lui. Qui demande quel est ton collaborateur préféré? Ah, ben c'est André Lecourt, évidemment. Alors, oui, André, pour ceux qui ne savent pas, André et Daniel travaillent très étroitement depuis de nombreuses années. Alors, une chose pour dire avec André, alors j'ai parlé de comment j'avais commencé la collaboration avec Mike Howlett. La collaboration avec André Lecourt, c'est intéressant parce que ça avait commencé par email. Je ne l'avais pas rencontré. Il y avait un numéro spécial sur lequel de Politique et Société sur lequel André travaillait. Il avait entendu parler de moi par quelqu'un qui lui avait mentionné mon nom. Il m'avait écrit. J'avais accepté de participer au numéro spécial. Puis après, on a décidé d'appliquer pour une bourse du CRSH. Puis en fait, je pense qu'on a fait la demande avant même de se rencontrer. Puis après ça, on s'est rencontrés puis on est devenus de bons amis. En fait, je parle pour moi, je ne sais pas ce que tu penses, André, mais on est devenus de bons amis puis on a travaillé beaucoup ensemble depuis. Mais la collaboration, moi, c'est quelque chose qui me nourrit beaucoup en tant qu'universitaire. En fait, j'aime beaucoup collaborer avec des gens. Peut-être que je vais collaborer avec des gens aussi aujourd'hui. Nathalie, on avait déjà parlé, peut-être qu'on va faire des choses ensemble un jour. Moi, j'aime ça, travailler avec les gens. Puis le monde universitaire, pour moi, c'est un lieu de rencontre. Et c'est ce que j'aime faire, bâtir des ponts, ouvrir des portes. Et c'est vrai qu'André aussi, maintenant, on a d'autres collaborateurs qui travaillent avec nous. On travaille sur le fédéralisme et la COVID. On a même un article, je pense qu'on est 7 auteurs maintenant. C'est André l'auteur principal, d'ailleurs, c'est pas moi. Donc, on fait des choses ensemble, mais avec aussi d'autres chercheurs, y compris des chercheurs maintenant. À l'époque, on a commencé, on était des petits jeunes, puis là, on est rendu au milieu de notre carrière, enfin j'espère que c'est seulement le milieu, pas la fin. Et donc, c'est toujours intéressant de collaborer avec les gens. Et moi, j'encourage les jeunes étudiants, les doctorants, n'ayez pas peur. Des fois, ça ne marche pas les collaborations, ça ne marche pas toujours. Avec André, ça a bien fonctionné, avec d'autres aussi. Mais j'ai des collaborateurs avec qui j'ai écrit seulement une fois. Puis des fois, c'est parce que ça ne donnait pas de travailler ensemble après, mais des fois, c'est parce que je n'ai pas eu une trop bonne expérience. C'est ça la vie. Mais il faut essayer parce que si on n'essaie pas, on manque des occasions parfois en or. Puis je pense que c'est bien de travailler seul. Là. Il y a des gens aussi, ça dépend de notre personnalité, d'écrire seul. Moi, je le fais encore aussi. André aussi, évidemment. Il ne faut pas avoir une relation fusionnelle avec ses co-auteurs, mais je pense que collaborer, c'est de plus en plus la norme dans l'analyse des politiques et que c'est une bonne chose et qu'il faut être ouvert à ça. Et que ça rend le poids de la recherche et de l'écriture beaucoup plus facile à porter aussi. Et tout à fait vrai, puis ça amène aussi des nouvelles façons de réfléchir. Écoutez, merci infiniment, Daniel, d'avoir accepté de faire cette présentation-là. Je pense que ça clôt bien, en tout cas, un trimestre où on a discuté de politique publique. Ça rejoint aussi
pas seulement des étudiants gradués, aussi les étudiants de premier cycle qui commencent à faire leur premier pas en analyse de politique ou même en sciences politiques en général. Alors, merci beaucoup. Je voudrais remercier aussi les participants. On sait tous qu'on est tous pris à droite et à gauche, mais de prendre du temps pour venir se réfléchir, en fait, c'est toujours une bonne chose et certainement apprécier des centres de recherche qui essaient justement d'activer cette réflexion-là. Je voudrais surtout pas oublier de remercier Anna Bogic, qui est la coordonnatrice au Centre d'études en gouvernance, par qui toute cette déploiement virtuel dans la logistique s'est réalisé. Et aussi Pierre Tardif, qui est dans l'ombre, mais qui est le technicien en informatique là, qui a fait en sorte que tout fonctionne bien aujourd'hui. Alors, merci encore une fois, Daniel, puis au plaisir de travailler avec toi. Au revoir. Au revoir.